Tout ça se lance. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue au live de ce soir, bienvenue au rendez-vous des immopreneurs. Donc, on va faire le test d'usage. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK au niveau du son? Donc, si c'est OK de votre côté, mettez-moi un maximum de likes sur cette vidéo. Partagez-moi si c'est OK de votre côté au niveau du son. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, parce que ce soir, déjà, on va voir des grosses infos, grosses pépites qui vont être partagées ce soir, notamment sur l'optimisation de ces investissements en location courte durée quand on pense à multiplier ses biens, ses investissements immobiliers et qu'on fait la location courte durée. Donc, c'est la thématique qu'on va aborder ce soir pour éviter justement de se faire plomber par les impôts. Mais avant de démarrer vraiment, donc dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est OK au niveau du son. Donc, je vais checker dans les commentaires rapidement si c'est OK à ce niveau-là. Yes, super. Donc, je vois des gens qui arrivent. Donc, c'est parfait, c'est parfait. On va commencer dans quelques instants parce que pour l'occasion, pour ce live de ce soir, on va avoir l'honneur d'accueillir un spécialiste avocat spécialisé dans le droit IMO qui a l'habitude aussi d'accompagner des investisseurs sur leurs projets d'investissement ou d'optimisation justement par rapport à leurs projets d'investissement locatif. Donc, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Maître Dimitri Boujard qui va apparaître dans quelques instants. Donc, salut Dimitri, merci à toi de Bonsoir Steven. ce soir. Tout simplement, donc là, les gens vont commencer à arriver. Et ce que je te propose déjà, c'est que tu nous partages qui tu es, ton parcours, ce que tu fais concrètement. Puis ensuite, on va aborder le sujet de comment justement optimiser ses investissements immobiliers, notamment en location courte durée, pour éviter de se faire plomber par les impôts. Eh oui, Steven, tu as tout à fait raison. Je te remercie pour cette introduction. Je me présente. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 1995. Ça commence donc à dater un petit peu. J'ai un diplôme de droit des affaires assez classique. À l'origine, j'ai un troisième cycle de droit bancaire et financier et un magistère de droit des activités économiques. Et au-delà de ça, j'ai développé une expertise toute particulière ces dernières années parce que j'investis de moi-même depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, depuis les années 2000, j'ai acheté mon premier appartement en 2001, pour être exact. J'ai investi depuis une vingtaine d'années, ce qui m'a tout naturellement conduit à peu euh, transférer mon activité de contentieux vers une activité de pur conseil au profit des investisseurs immobiliers. Donc, je les conseille sur leur stratégie d'investissement, je les conseille sur leur stratégie fiscale, je les conseille sur les modes d'acquisition et d'exploitation en essayant d'éviter toutes les embûches juridiques. Donc, je fais comme les investisseurs certains investisseurs un petit peu de tout, mais j'ai aussi une location courte durée qui, pour le coup, n'est pas la location que j'ai particulièrement optimisée, même je vais en reparler, je vais expliquer pourquoi, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, j'ai une grosse activité sur le net, donc je suis très présent sur les réseaux sociaux. Je participe, comme toi, à des événements. C'était d'ailleurs là qu'on s'était rencontrés, hein, à l'événement organisé par un infopreneur. Donc voilà, j'ai une activité de conférencier dans les séminaires immobiliers qui, je l'espère, vont se remultiplier en présentiel prochainement d'ici quelques mois. Et voilà sur ce que je peux dire me concernant. Donc j'ai une location courte durée, c'est le thème ce soir. On va étudier ensemble comment continuer à investir en location courte durée. On pourra même s'interroger, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir en location courte durée? Après tout, on voit tellement de choses sur Internet. On sait que le tourisme a été plombé. Donc, on va parler de ça ensemble. Je vais m'attacher particulièrement aux points juridiques et fiscaux. Et puis, évidemment, tu vas me poser des questions. Ceux qui nous suivent vont poser des questions dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite, évidemment, de mes possibilités.
Ok, super. Bah, merci pour ta présentation, ton parcours qui est assez énorme du coup. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Donc ça, c'est super. Et comme tu l'as dit, justement, on va aborder tout ce qui est partie optimisation de ces investissements immobiliers parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on commence à investir, notamment dans la location courte durée, parce que c'est vrai qu'on peut vite arriver à des plafonds, qu'on va vite changer de statut. Donc on réfléchit toujours à des stratégies pour optimiser ça. Donc c'est super. Donc justement, est-ce que si on part du principe justement qu'on démarre, qu'on se lance, donc d'ailleurs par rapport aux personnes qui sont présentes, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on les reprendra soit en cours d'interview, soit à la fin. Mais en tout cas, on les prendra si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Donc si on reprend, comme je disais, le parcours d'un investisseur, déjà, qu'est-ce qui va, quand on a envie de se lancer dans la location courte durée, est-ce qu'il y a un statut à privilégier? Est-ce qu'on se lance en nom propre ou est-ce qu'on pense directement à se lancer en créant un statut, une société? C'est une question qui revient de façon récurrente, notamment chez les débutants. Il est vrai qu'actuellement, quand même, ce qui est très à la mode, c'est la société civile immobilière. Je vais pas cracher dessus. Moi-même, j'aime beaucoup la société civile immobilière et je trouve que c'est un excellent outil quand on veut créer beaucoup de patrimoine et quand on veut maîtriser sa fiscalité. Il n'en reste pas moins que la plupart du temps, on peut très bien commencer dans l'investissement immobilier en location courte durée par un premier achat en nom propre. C'est ce qui va quand même correspondre à la plupart des profils d'investisseurs. Pourquoi on va faire ça? Déjà pour une raison majeure. Lorsque vous investissez via une structure juridique, alors on parle essentiellement de la société civile immobilière, on pourrait songer à d'autres structures pour investir, comme la SARL de famille, qui convient parfaitement à de la location meublée, y compris de la location en courte durée. On pourrait aussi songer à d'autres sociétés, comme une SASU, une ESS. Personnellement, je reste plutôt focalisé sur la société civile immobilière, notamment pour des questions de financement bancaire. Peut-être qu'on abordera très rapidement ce point. Ceci étant donc, pourquoi commencer en nom propre? Parce que le plus souvent, la volonté de louer en courte durée correspond à un souhait de maximiser son rendement et d'optimiser ses profits. En conséquence de quoi, évidemment, on va vouloir, si on veut du profit, le plus souvent récupérer l'argent. Ça correspond pas mal au profil des débutants qui veulent se créer des revenus complémentaires. Or, dès lors que votre location courte durée va être logée dans une structure juridique à part entière, SCI, société commerciale, etc., vous n'allez plus percevoir directement les revenus, mais ceux-ci vont tomber sur le compte de votre société. Et sans que je rentre trop dans les détails parce que c'est pas l'objet de ce soir, vous ne pourrez pas toucher directement l'argent et pas avant le plus souvent plusieurs années. Par conséquent, on va dire que dans la grande majorité des cas, pour débuter, il vaut mieux commencer par un achat en nom propre. En plus, en achetant en nom propre, on va s'éviter les frais de constitution d'une société civile immobilière. Pour information, moi, quand je constitue une société civile immobilière, je facture 1750 euros TTC, tous frais légaux inclus. Alors, ce sont des frais de création qui ensuite vont passer en comptabilité, certes, et l'associé qui en fait l'avance va les récupérer. Néanmoins, c'est quand même de l'argent à dépenser. On va avoir des frais d'expert comptable. En SCI à l'IS, on aura la CRL, contribution sur les revenus locatifs qu'on n'a pas à payer en nom propre. Donc, il y a quand même un coût. En plus, il faut penser à toutes les conséquences. Il faut faire rédiger correctement les statuts. Ça crée un petit peu de paperasserie en plus. Et enfin, dernier écueil, eh bien, quand même, dans les clients que je conseille régulièrement, j'ai un investisseur sur trois à peu près qui me dit je veux investir tout seul. Or, en société civile immobilière, il faut évidemment être deux. Et là, pas de chance si on veut investir tout seul, mais qu'il faut être deux en SCI, tout de suite ça cloche. Disons-le tout net, pour un investisseur débutant qui veut se lancer seul, par exemple, le choix le plus simple et à mon sens le plus judicieux, c'est d'acheter directement un premier appartement en nom propre. Ok, Voilà. ok. De ce point de vue, je pense que c'est peut-être comme ça que tu as commencé, Steven, d'ailleurs. Tout à fait. Moi, c'est ce que même je recommande hein, quand on se lance là-dedans, justement, avec ce projet de créer une source de revenus supplémentaire et pouvoir y avoir accès plus facilement, autant commencer en nom propre et pas se prendre la tête
à se lancer justement avec une structure de type société. Et justement, bah, c'est ce qui me fait rebondir sur la question suivante, c'est à quel moment on va penser à justement faire évoluer sa stratégie d'investissement par rapport à ça? Il va y avoir deux moments cruciaux dans la vie de l'investisseur. Mais avant d'arriver au moment, en réalité, tout investisseur, quel qu'il soit, doit se poser la question essentielle de la définition de ses objectifs. C'est un thème qui est assez largement traité, mais quand on y réfléchit, c'est vraiment la base. Pourquoi est-ce qu'on investit dans l'immobilier? Et c'est là que on va savoir sous quelle forme acheter ces biens immobiliers pour les exploiter. En effet, comme on l'a dit à l'instant, qui dit cash flow immédiat pour le consommer, typiquement, va dire plutôt du non propre. Qui dit constitution de patrimoine et revenus à moyen et long terme va plutôt dire maîtrise de la fiscalité et par conséquent achat en société. Ce qui n'empêche absolument pas de mener les deux de façon concurrente en même temps. On va avoir du nom propre pour avoir des revenus complémentaires jusqu'à une certaine limite. Et au-delà, j'ai un retour. Non, c'est bon. Et au-delà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer en société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés pour justement encapsuler les revenus, éviter qu'ils ne viennent grossir les revenus en nom propre. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis février 2018, les investisseurs en meublé ont une problématique supplémentaire qui est celle du passage en loueur meublé professionnel. Alors, soyons clairs. Notre public de ce soir, c'est des loueurs en courte durée. Ce qui n'empêche pas à côté de faire d'autres types de locations. Hein. Moi, j'ai de la location nue, j'ai de la location meublée à l'année, j'ai une colocation, pas de problème. J'aime bien ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et avoir une stratégie assez diversifiée. Ceci étant, pour ce qui concerne spécifiquement la location courte durée, depuis 2017, le législateur, qui n'est jamais en mal d'idée pour récupérer des sous, hein, c'est clair, a décidé qu'un loueur en courte durée qui exploite lui-même ses biens va être assujetti au paiement de cotisations sociales si le montant annuel de ses revenus locatifs meublés en courte durée excède 23 000 euros. Alors attention, hein, ne confondez pas ce seuil avec les seuils de passage LMP. Pour l'instant, je ne vous parle même pas d'un éventuel passage LMP. Cette catégorie LCD est une sous-catégorie de l'investisseur en location meublée. OK? Donc, déjà, on a ce premier écueil. Ceci étant, on peut contourner ce premier obstacle, c'est-à-dire avoir 2, 3, 4 locations courte durée et ne pas être assujetti au paiement de cotisations sociales à deux conditions. La première condition, ce serait de déléguer l'intégralité de la gestion locative de vos locations courte durée à une société qui dispose d'une carte de gestion et non pas simplement une conciergerie. Parce que là, on a un petit détail qui est important, c'est que dans une réponse ministérielle qui, je crois, date de 2018, il a été précisé que ne sont pas assujettis aux cotisations sociales les loueurs en meublé courte durée qui délèguent la gestion à une véritable agence immobilière, donc carte de gestion immobilière. Tout simplement parce que dans une agence immobilière, on a en général des employés et l'agence paye déjà des cotisations sociales pour ses employés. Cependant, si vous déléguez la gestion à une conciergerie qui ne dispose pas de la carte de gestion, celle-ci ne pourra donc pas gérer les flux financiers, elle n'aura pas de garantie financière. Et dans ce cas précis, vous ne serez pas exonéré du paiement des cotisations sociales. Donc, première condition, déjà, déléguer la gestion dans son intégralité à une société de conciergerie qui dispose de la carte de gestion immobilière. Deuxième condition, que le montant total de vos loyers en meublé courte durée plus autres éventuellement, à l'année, coloc, immeuble de rapport, etc., n'excède pas le montant de vos revenus professionnels. Et c'est là qu'on se retrouve, Steven, avec ce qui nous occupe maintenant depuis 2-3 ans, le fameux passage du loueur meublé non professionnel au loueur meublé professionnel. Alors, petit retour, ça fait jamais de mal, un petit rappel
sur la chronologie des événements, pardon, qui nous a amené à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en 2021. Jusqu'en 2018, on était à peu près tranquille. Dès lors que le montant des revenus locatifs meublés annuels était inférieur ou même supérieur aux revenus pro, on ne passait pas en loueur meublé professionnel tant qu'on n'allait pas s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Comme je vous l'ai dit, par contre, il y avait déjà depuis 2017 cette petite sous-problématique des 23 000 euros de revenus locatifs meublés en location courte durée exclusivement. Bon, je me suis déjà expliqué là-dessus. Ceci étant, donc, pas d'inscription à RCS, ce qui était une démarche volontaire, pas de passage en loueur meublé professionnel. C'était simple. Patatras, 2018, suppression de la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Et donc, période de flottement, il a fallu attendre fin 2019, début 2020, pour que le législateur vienne poser expressément que si on dépassait 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels, toutes catégories confondues, et que le montant de ces revenus locatifs meublés annuels était supérieur au montant des revenus d'activité professionnelle du foyer fiscal. Alors, je dis bien revenus d'activité professionnelle. Exit les revenus de dividendes ou les revenus fonciers. Ça n'entre pas dans le cadre des revenus professionnels. Donc, si on remplissait ces deux conditions, eh bien, désormais, ça suffisait à faire passer l'investisseur sous le statut du loueur meublé professionnel. Évidemment, Steven, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences pratiques. C'est pas juste la théorie. Et la conséquence pratique de ce que je viens d'exposer, c'est que on allait se retrouver assujetti, en étant loueur meublé professionnel, aux cotisations sociales des travailleurs non salariés. Encore une fois, il y a eu un moment de flottement, comme c'est souvent le cas, parce que là, en l'espèce, le législateur, il court après les conséquences de la décision de 2018 du Conseil constitutionnel. Donc, il bouche les trous au fur et à mesure, hein, tout simplement. Donc, on a une petite période de flottement l'an dernier, 2020, pendant laquelle on a eu des loueurs en meublé qui sont passés alors ils sont passés courant 2020 en LMP, d'accord, puisque la liasse fiscale va être établie là d'ici un mois ou deux, mais courant 2020, ils n'ont toujours pas été assujettis aux cotisations sociales des LMP. Pourquoi? Tout simplement parce que le législateur, du coup, n'avait pas bouché le trou dans la raquette, il n'avait pas reposé le principe que, en étant LMP, même non inscrit au RCS, on allait se retrouver affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés, les fameux TNS. C'est le régime des indépendants. Là, c'est fini, hein, fin de partie. Fin 2020, début 2021, vote de la loi pour le financement de la sécurité sociale, et le législateur a reposé le principe que si vous êtes LMP, même sans être inscrit au RCS, vous êtes quand même affilié au régime de cotisation sociale des travailleurs non salariés. Donc, la situation est enfin à peu près clarifiée. À l'heure où nous parlons ensemble, Steven, quelqu'un dont les revenus locatifs meublés sont supérieurs à ce revenu d'activité professionnelle relève du statut du loueur meublé professionnel. En conséquence de quoi, il sera affilié pour son activité de loueur meublé au régime de cotisation sociale des travailleurs non salariés. Voilà l'état actuel du droit. Évidemment, tu te doutes bien que ça va poser encore d'autres problèmes, malheureusement. Tout à fait. Tu as peut-être une question à me poser justement là-dessus? Non, pour moi c'est clair. Il n'y a pas encore de questions. Mais moi, je vais rebondir par rapport à ça. Donc là, c'est vrai que tu donnes pas mal d'infos. Donc là ça fait la révision en même temps des cours de droit. Bases. Donc ça, c'est une bonne chose de revoir tout ça. Donc ça, c'est bien de le partager. Et moi, justement, par rapport à ça, justement, c'est du coup, on va chercher peut-être optimiser donc ça sur format société. Si on est amené à investir sous un format de société, du coup, quel statut en général on va privilégier? Est-ce que justement, tu parlais de SCI, est-ce qu'on va plutôt faire ça en SRL, en SAS? Quelles sont les options qui s'offrent à nous si on veut continuer? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, juste pour terminer, avant de passer à la société, on va voir que ces problématiques de passage LMNP, LMP vont, je pense, d'ici 2 à 3 ans. Alors, je m'avance un petit peu, j'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, mais c'est quand même aussi mon rôle
en tant qu'avocat en droit immobilier et en fiscalité immobilière, d'essayer de prévoir un petit peu ce qui peut se passer, ça va nous conduire, à mon sens, tout naturellement, à une réforme globale du statut du loueur meublé. Pour quelle raison? Eh bien, première raison, on peut passer en fonction des années, du loueur meublé LMNP au LMP, au LMNP, au LMP, en fonction des achats de biens, des reventes de biens et des variations dans les revenus professionnels du foyer fiscal. D'accord? Variation du revenu professionnel. On peut subir une période de chômage pendant laquelle les revenus vont baisser. On peut, au contraire, avoir une nouvelle activité, changer d'emploi et avoir des revenus pro qui augmentent. On peut aussi, n'oublions pas, je l'ai dit, on prend en compte les revenus du foyer fiscal. On peut avoir un divorce et donc dans ce cas-là, l'investisseur qui aurait du meublé ne va plus avoir comme revenu pro que ses propres revenus et non plus celui de son conjoint ou de son épouse. Et donc, hop, on passe peut-être en LMP. Ça, c'est une première conséquence. Passage non maîtrisé LMNP-LMP. Et ça induit deux types au minimum de difficultés. D'une part, en fonction des années, on va pouvoir être assujetti ou non au régime de cotisation sociale des travailleurs non salariés. Bon, déjà, j'ai vu des experts comptables qui me disent c'est pas si grave, on peut calculer. Oui, mais comme on sait qu'en fin d'année, si on était LMNP ou LMP, je trouve pas ça très pratique quand même. D'accord? Surtout que les cotisations sociales sont, par hypothèse, calculées de 35 à 40% sur le bénéfice de l'année précédente. Donc encore faut-il connaître le bénéfice. Ce qui fait qu'il y a une règle qu'on appelle la règle du décalage d'un an pour le calcul des cotisations sociales. On voit déjà que c'est pas super simple. Et puis deuxième conséquence à laquelle je pense nos amis experts comptables sur laquelle nos amis experts comptables ne se penchent pas assez, c'est la problématique du calcul des plus-values. Puisque la plus-value ne va pas être calculée de la même façon, suivant qu'on est sous le régime des plus-values des particuliers, LMNP, ou le régime des plus-values des professionnels. Nous avons des régimes d'exonération totalement différents, avec des durées différentes, avec des conditions différentes. Donc, on peut se retrouver en étant LMP. Si lui, vous vendez un bien en meublé, il va peut-être penser que par défaut, vous êtes LMNP. Il va calculer la plus-value, il va la retenir, puisque c'est dans le rôle du notaire de calculer et de retenir la part de la plus-value qui revient à l'État en cas de vente par un particulier, alors même qu'on était sous un statut LMP et qu'il aurait fallu procéder complètement différemment. Je pense, pour l'instant, on n'en voit pas encore tellement les conséquences, mais je pense que ça va générer à terme, à brève échéance, de sérieuses difficultés. Alors, évidemment, les investisseurs se disent, oh là 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 là, LMP, ça va devenir un peu un casse-tête pour moi. Et puis, j'ai pas envie de laisser trop d'argent à l'État en étant loueur meublé professionnel, puisque la conséquence la plus directe quand on est LMP, c'est que si on réalise du bénéfice, on va subir des cotisations sociales de 35 à 40% du bénéfice, en nom propre, hein, bien sûr, et qu'ensuite, une fois ces charges sociales imputées sur le bénéfice, ce qui reste va encore être imposé dans la tranche marginale d'imposition à l'impôt sur le revenu. Donc, si par ailleurs, tu as une activité salariée et que tu es dans une tranche à 30%, on comprend qu'il ne va pas rester grand-chose du cash flow que l'investisseur avait supposé pouvoir toucher pour avoir des revenus complémentaires. Résultat des courses, ça va nous amener tout naturellement à réfléchir pour savoir comment éviter de passer LMP. Il y a plusieurs solutions et l'une d'entre elles, Steven, c'est effectivement le passage en société, bien sûr. On va voir quel type de société. Au-delà de ça, on pourrait aussi se dire, c'est une autre stratégie sur laquelle je me penche maintenant depuis un certain temps. Finalement, j'accepte mon passage en LMP. Le but du jeu, du coup, pour l'investisseur immobilier, ça va être d'être en capacité de racheter régulièrement des biens pour régénérer du déficit avec des biens, avec des travaux, avec de l'amortissement, de la déduction de frais de notaire, des meubles, etc. Pourquoi? Parce qu'après tout, si vous avez plusieurs locations de courte durée, vous passez LMP, certes, vous êtes assujetti au régime de cotisation sociale, mais tant que vous êtes en déficit sur l'activité, vous ne payez qu'un petit forfait de cotisation sociale annuel de 1 200 €. Donc, ça pique pas tellement finalement. Et puisqu'on est en déficit, bien sûr, par hypothèse derrière, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez que c'est aussi une possibilité à envisager avant de vous lancer dans le passage à la société civile immobilière, à l'impôt sur les sociétés.
Évidemment, attention, tout ça nécessite des calculs, tout ça nécessite de l'anticipation, tout ça nécessite d'examiner en profondeur votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale pour pas vous prendre les pieds dans le tapis. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième possibilité, eh bien, on va s'auto-limiter. Donc, on va se dire, OK, là, je risque de payer des cotisations sociales. N'oublions pas qu'au-delà de 23 000 euros à l'année, ce qui restreint quand même le champ des possibles en location courte durée. En général, au bout de 2 appartements, si c'est bien fait, vous êtes déjà au-dessus des 23 000 euros à l'année. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, eh bien, on va en avoir un premier en LCD. Et si on veut absolument pas passer de cotisation sociale, quand bien même on ne passerait pas à l'MP, mais tout simplement parce que rien qu'en LCD, on aurait plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés, on va pouvoir se dire, OK, les prochains, j'achète ça en société. Alors, quel type de société? Bien sûr, les gens pensent le plus souvent assez spontanément à la société civile immobilière. Il ne t'aura pas caché, Steven, qu'en ce moment en plus, bon, je m'en réjouis, moi je crée énormément de sociétés civiles immobilières pour mes clients, donc tant mieux, mais il ne t'aura pas caché qu'il y a aussi un petit peu un effet de mode. À l'heure actuelle, comme j'aime à le répéter, en gros, la mode, c'est de dire, ouais, s'il y a 50 ans, t'as pas tes TSCI et ta holding, t'as raté ta vie, quoi, pour paraphraser euh, un homme, un publicitaire connu. Donc, il faut pas céder à l'effet de mode. Déjà, il faut s'interroger, est-ce que l'ASCI va être adapté à votre profil d'investisseur et à vos souhaits, à vos objectifs plus particulièrement? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi l'ASCI? Parce que sur les sociétés commerciales, en règle générale, vous allez avoir des conditions de financement qui vont être beaucoup moins intéressantes que en société civile immobilière. Pourquoi? La société civile immobilière, dans l'esprit de la plupart des banquiers, c'est une société qui va avoir un caractère familial ou quasi familial. On va la faire souvent entre conjoints, entre époux, avec les cousins, avec les frères et sœurs, avec les parents, avec les enfants. Donc très souvent, 3/4 des cas, c'est des sociétés quand même familiales. Ensuite, même si c'est entre amis, on peut très bien faire passer auprès du banquier l'idée que c'est une petite société qui n'a pas un caractère professionnel. Et donc, les conditions de financement seront identiques à celles qui sont proposées à des particuliers. Par contre, si vous utilisez une société commerciale, SASU, SARL, SAS, EURL, là, vous allez vous retrouver dans 90% des cas avec une proposition de prêt professionnel. Et les prêts professionnels, dans leur globalité, c'est 15 ans maximum, 30% d'apport et un taux d'intérêt plus élevé. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs, puisque à titre personnel, je recommande à mes clients de prendre des prêts sur la plus longue durée possible. Comme dirait mon ami Marlène Gréé-Singer, qui est courtier en crédit, le taux, on s'en fout. Ben oui, le taux, on s'en fout. De toute façon, les intérêts, on les déduit. Donc, c'est pas le taux notre priorité. Là-dessus, ne vous focalisez pas sur le taux quand vous contractez des crédits. Focalisez-vous sur la durée. Focalisez-vous sur l'exonération d'indemnités en cas de remboursement anticipé, ce genre de choses. Mais le taux, si vous avez un 3 au lieu d'avoir un 1 parce que le copain a eu un 1, on s'en fiche royalement. Le plus important pour moi, déjà, c'est de l'obtenir. Ensuite, c'est la durée. Bon, après, encore une fois, je prétends pas avoir une parole qui est la meilleure parole. Simplement, je vous fais part de mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, petite chose à savoir, statistiquement, 7 prêts immobiliers sur 10 sont remboursés avant leur fin naturelle. Pourquoi? Parce que soit c'est par exemple de l'ARP, où comme on déduit rien, ni les intérêts ni le reste, on va rembourser par anticipation et donc on va économiser de l'intérêt. Là, le taux a une importance. Soit c'est de la location, c'est de l'investissement locatif et on va peut-être avoir revendu le bien pour en racheter un autre et donc solder le prêt par anticipation. Donc même si on a du prêt sur 25 ans, c'est pas très grave. Il faut pas se dire zut, j'ai 40 ans, j'aurais fini de rembourser qu'à 65. On s'en fiche en réalité puisqu'on aura acheté d'autres biens entre-temps. Donc la durée, pour moi, c'est la plus longue possible. Je ferme cette petite parenthèse et je reviens à notre sujet de LCD. Évidemment, la SCI, du coup, va être la meilleure chose pour obtenir un prêt à des conditions intéressantes. Alors attention, n'agitez pas le chiffon rouge de l'IS devant votre banquier.
Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai fait. D'accord? Donc, je suis allé voir mon banquier, très sympa, hein, Crédit Mutuel, et c'était un conseiller que je tutoyais, que je connaissais bien, conseiller professionnel, et je lui ai présenté un beau dossier que je voulais faire avec un associé. Mon associé avait mis SCI à l'IS. Il m'a dit, Dimitri, là, zut, là, c'est du prêt pro, hein, c'est une SCI à l'IS chez nous. Ah oui, non, rends-moi le dossier, c'est une SCI tout court. D'accord? Et tu vas me faire un joli prêt sur 20 ans tranquille, mais pas sur 15 ans. Donc voilà, c'est passé comme ça. Et pour l'anecdote, c'est comme ça que résonne une grande partie des banquiers. Je peux pas dire l'intégralité, c'est pas vrai. Il s'avère que dans certaines banques, les banquiers sont rodés à la SCI à l'IS et de façon surprenante vont même parfois inciter l'investisseur qui est bloqué pour obtenir des crédits en nom propre à passer en société pour lui redébloquer une capacité d'emprunt. Il faut le savoir. Toutes les banques ne le font pas, mais dans certaines banques, c'est la vision qu'ils ont des choses. Donc, ça peut être très intéressant. En revanche, en règle générale, pas besoin d'indiquer au banquier quelle va être la fiscalité de votre société civile immobilière. Vous lui dites juste, c'est une petite société familiale, j'ai un projet en location. De la même façon, d'expérience, il vaut mieux pas trop parler de LCD à son banquier, il connaît pas forcément. Pour lui, il va penser Covid, c'est vide, il n'y a plus de touristes. Alors qu'évidemment, les loueurs en courte durée rentables, c'est pas ceux qui visent uniquement la clientèle touristique. Nous, on va viser un autre type de clientèle. On va viser, et c'est d'ailleurs l'objet de mon prochain investissement, je vais viser une location où il y aura à la fois un pôle d'activité économique et éventuellement du touriste l'été ou pendant les périodes de vacances. Et en faisant, par exemple, de la décoration au rendement, donc là, je salue au passage Jean-Christophe Griselin et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne déco. Donc, on va faire de la décoration au rendement et du coup, on va améliorer le prix des nuitées, on va améliorer le taux de remplissage et on va pas juste avoir des touristes qui viennent là pendant les vacances. On va avoir de la clientèle en permanence. On n'aura pas forcément des taux de remplissage à 25 ou 30 000 par mois. Quoiqu'avec des systèmes d'automatisation comme ceux de Steven, on peut très largement améliorer les choses. Mais si on combine de la décoration au rendement ou une vision économique de la location courte durée, on va éviter de se focaliser sur le touriste et on va avoir de très bons taux de remplissage, même actuellement. Je discutais encore avec quelqu'un qui a des taux de remplissage, là, une amie en région parisienne, elle me disait, moi, le Covid, ça n'a rien changé. Elle est en banlieue et son mois de mars est plein. Et pourtant, c'est même pas de la déco au rendement. C'est juste parce que ça correspond à une clientèle autre que le touriste. Voilà, tout simplement. Donc, on peut faire de très bonnes choses, mais déjà, il faut acheter correctement avec le bon prêt. Et pour ça, en SCI, on n'agite pas la LCD, on fait des calculs de renta comme si c'était de la location longue durée à l'année, tranquille. Après, libre à vous de l'exploiter comme vous le souhaitez. Et puis, on parle pas de l'IS. Moi, je crée quasiment systématiquement toutes les SCI à l'IR, impôt sur le revenu, ce qui permet de ne pas mentir au banquier. Et simplement, une fois qu'on a obtenu le prêt, on passe à l'IS, puisque c'est une lettre d'option envoyée aux impôts. Donc, j'aime bien les choses un petit peu comme ça qui permettent d'avoir conservé une bonne relation avec le banquier. Ceci étant, si vous avez de très bonnes relations avec votre directeur d'agence ou votre conseillère professionnelle, par exemple, rien ne vous empêche de lui annoncer les choses franco et de voir si, bien que ça soit à l'IS, comme elle vous connaît, vous aurez quand même du prêt au particulier. Il n'y a pas de règles uniformes en banque en France. Il y a autant quasiment de règles, sauf sur des choses comme les 33% d'endettement et encore, il y a 20% de dérogation, enfin 35 maintenant pour cent. Mais il y a à peu près autant de visions des choses que de banques, voire même parfois que d'agences, puisque dans les banques régionales, les directeurs d'agences ont un pouvoir de décision. C'est pour ça que je les affectionne particulièrement pour les investisseurs. Par conséquent, déjà au niveau de la SCI, ça justifie le choix de cette forme société civile. Alors, peut-être, Steven, que tu as déjà eu cette remarque de la part de certains de tes clients. Oui, mais est-ce que je peux faire de la location courte durée dans une SCI? Puisqu'après tout, location courte durée, c'est une activité commerciale. Et la SCI, c'est une société civile. Bon, c'est un débat qui fait rage. Parfois, je me fais un peu moucher sur Internet, entre guillemets, par des gens qui me disent, si, c'est commercial. Regarde, la Cour de cassation a dit que c'était une activité para-hôtelière, la LCD. Bon, moi, je reste sur l'arrêt du Conseil constitutionnel de 2018 qui a rappelé que l'activité de location immobilière en France, c'est une activité qui n'est pas une activité commerciale. Et cet arrêt visait la location meublée. Il n'a pas opéré de distinction entre la LCD, entre la coloc meublée, entre la location longue durée meublée.
j'en déduis tout naturellement que l'activité de location meublée courte durée est une activité commerciale. Les plus prompts à commettre ce genre d'erreur et à assimiler tous les types de location meublée à une activité commerciale sont les experts comptables parce qu'ils confondent le régime fiscal de la location meublée, qui est un régime de fiscalité commerciale, avec l'activité à proprement parler, qui, elle, est une activité de location et une activité civile. D'ailleurs, j'en veux pour preuve quand même que les locations immobilières en France ne sont pas, sauf exception et sur option des locaux commerciaux, ne sont pas soumises à la TVA. Donc, ça me paraît assez logique que si le fisc considère qu'il n'y a pas de TVA, c'est que c'est pas une activité commerciale, déjà. Et en plus, on considère que sont une activité para-hôtelière, les locations courte durée, dans lesquelles on fournit des prestations complémentaires comme le nettoyage quotidien, le changement de linge, l'accueil personnalisé et le petit déjeuner. Si vous ne fournissez pas au moins 3 de ces services sur les 4, vous ne tombez pas dans la para-hôtellerie et le fisc lui-même considère que ce n'est pas assujetti à la TVA. En conséquence de quoi, je reste sur ma position, même si la Cour de cassation, à mon avis, a tort de contredire le Conseil constitutionnel, la location courte durée n'est pas une activité commerciale. Et donc, on peut parfaitement la faire au sein d'une société civile immobilière. Alors, je rassure quand même un petit peu les esprits pointilleux, voire chagrins, qui me diraient, ouais, mais quand même, c'est un peu risqué si la Cour de cassation dit que, voilà, on peut pas faire, c'est commercial, on peut pas le faire en civil. Moi, il y a mon notaire qui me dit que c'est pas possible, mon expert comptable qui dit que c'est pas possible. OK. Alors, on va mettre les choses au point. D'accord? En pratique, si vous faites de la location courte durée dans une société civile, et moi, je prends soin d'indiquer dans mon objet social que les activités ne devront pas remettre en cause le caractère civil, voire familial de la SCI, eh bien, si vous faites ça, quand bien même par extraordinaire, un arrêt, je sais pas, du Conseil constitutionnel viendrait dire, ou la loi viendrait dire, attention, la LCD, à partir de maintenant, c'est expressément considéré comme une activité commerciale, en réalité, tout le monde s'en fiche. C'est pas pour ça que ça va remettre en cause votre société civile immobilière dans son existence, parce que le plus important, c'est de payer vos impôts. En réalité, j'ai déjà vu des sociétés commerciales dont l'objet était le coaching, vendre des chaussures. Ok, vous pourriez vous dire, mais je comprends pas, ils n'ont pas le droit de le faire dans l'objet social. Ouais, mais en pratique, tout le monde s'en fiche. Personne va aller farfouiller là-dedans. Du moment où vous êtes en règle administrativement et fiscalement, tout se passera bien. Donc là, avant qu'il y ait une jurisprudence initiée par je ne sais qui viendrait dire votre société civile immobilière, ça va pas du tout parce que c'est la LCD, je pense qu'il va se passer encore un paquet de temps. Ok, donc n'ayez pas peur de ça, il n'y a pas de difficulté réelle. Tu veux Ouais, à ce stade-là, on réponde à 2-3 questions ou, ouais, tout à fait. Justement, il y a eu des petites questions. Justement, Charlotte qui demandait, voilà, j'achète mon troisième appartement en nom propre pour faire la location courte durée. L'an prochain, je serai en disponibilité et n'aurai donc plus de revenus professionnels. Je ne risque donc pas de passer en LLP si mes revenus locatifs, qui seront ma seule source de revenus, dépassent les 23 000 euros par an, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est une question qu'elle pose. Devrais-je rester en nom propre ou serait-il plus judicieux que je crée une SCI à l'IS? Alors malheureusement, je n'ai pas été tout à fait assez clair parce que vous allez passer en loueur meublé professionnel. Parce que le critère, c'est que vos revenus de location meublée vont, par hypothèse, être supérieurs à vos revenus professionnels, puisque vous n'en aurez plus de revenus professionnels. Donc, si vos revenus de loueur meublé sont supérieurs aux 23 000 euros, vous passerez nécessairement en loueur meublé professionnel. Et vous vous retrouverez assujetti aux cotisations sociales des loueurs meublés professionnels, donc au régime social de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ça, c'est la réponse à la première question. Ceci étant, il ne faut pas forcément le voir comme une punition. En effet, rappelez-vous, tant que vous êtes en déficit, eh bien, vous n'allez pas payer grand-chose en termes de cotisation sociale et vous aurez une couverture sociale, ce qui est quand même pas négligeable. Si jamais quelqu'un en France n'a plus d'activité professionnelle et ne vit que des revenus qui sont considérés comme des revenus du patrimoine, il s'expose à payer une taxe spécifique qui s'appelle la taxe PUMA, qui est la taxe, ça s'appelle la protection
universelle maladie, il me semble, un truc comme ça, qui a été mise en place pour justement éviter que des gens qui ne vivraient que des revenus location nue, dividendes d'actions, etc., qui n'auraient donc que des revenus considérés comme des revenus du patrimoine, eh bien, n'aient pas de couverture sociale. En réalité, sous couvert de leur fournir une couverture sociale, on en profite une fois de plus pour les taxer, bien sûr. Donc, ça vous permettra d'éviter la taxe PUMA d'être LMP. Alors, deuxième question, devrais-je rester en nom propre ou serait-il plus judicieux que je crée une SCI à l'IS? Eh bien là, on en revient justement à notre sujet. Tout à l'heure, en nom propre, vous touchiez l'argent directement sur votre compte bancaire. Donc, comme en LCD, on a nécessairement du cash flow positif, sinon vous êtes un peu trompé dans l'investissement de départ, je pense. Je sais pas ce que on pense, Steven, mais si on est en LCD en cash flow négatif, c'est que vraiment il y a un gros problème. Un souci. Donc, là, vous allez avoir besoin des revenus locatifs pour vivre, puisque vous n'aurez plus de revenus professionnels. Et par conséquent, si jamais vous faites vos prochains investissements en SCI LIS, la difficulté que vous allez avoir, c'est que l'argent, et là on en revient tout naturellement, c'est la suite logique de ce qu'on disait précédemment, à savoir le régime fiscal de la SCI, comme elle va être à l'impôt sur les sociétés, puisque activité civile, location meublée, pas de problème, mais fiscalité commerciale égale IS. Et la fiscalité du meublé, c'est la fiscalité commerciale. Donc nécessairement celle de l'IS. Et bien du coup, l'argent va rester stocké quelque part sur le compte de la SCI. Pourquoi? Parce que les premières années, vous allez amortir ou déduire les frais de notaire, les travaux que vous aurez réalisés, vos meubles, éventuellement la commission d'agence, de chasseur de biens, les charges courantes, les intérêts d'emprunt, l'amortissement du bâti, donc pas du terrain, uniquement du bâti. Et donc, ça va vous amener à avoir un résultat à l'IS déficitaire au sein de votre SCI. Et qui dit résultat fiscal déficitaire dit impossibilité de se verser des dividendes. Et donc, vous qui comptiez peut-être sur vos revenus locatifs meublés pour remplacer vos revenus d'activité professionnelle, vous ne pourrez pas les toucher sous forme de dividendes. Donc, ça va quelque peu contrarier vos plans. Donc, dans votre cas précis, à mon avis, je connais pas votre situation particulière, mais je pense que, au moins dans l'immédiat, tant qu'à passer en LMP, il est plus judicieux de continuer les investissements en nom propre pour pouvoir bénéficier des revenus. J'espère que c'est déjà un petit peu plus clair. Bah, merci pour ta réponse, très détaillée justement. Du coup, donc autre question qui a été posée. Alors, j'achète un plateau terminé, j'aimerais faire de la location courte durée. Actuellement au chômage, puis-je utiliser les travaux pour bénéficier de crédit d'impôt? Alors, je vois pas quel titre, sauf erreur de ma part, la plupart du temps, les crédits d'impôt. Alors, je sais pas quel type de crédit d'impôt déjà, mais je vois pas trop la combinaison. On peut avoir des primes diverses et variées, des aides de l'État quand on rénove de logement. Il y a un petit peu de tout en la matière. Il y a une nouvelle prime là, ma prime rénove, etc. Mais sauf erreur de ma part, c'est concentré essentiellement sur l'habitation principale, pas sur de la location courte durée. On a aussi des primes ANA avec du conventionnement derrière quand on fait de la location nue, mais c'est encore un autre type de prime. Donc, je doute que vous bénéficiez de quelques primes que ce soit pour pouvoir vous lancer dans une activité de loueur en courte durée, très sincèrement. Ok, merci pour ton retour. Autre question, il y a eu donc de Benoît. Alors, est-il possible de louer en meublé dans un montage holding plus SCI LIS ou est-ce un abus de droit? Ok, donc Benoît, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé ou tu es arrivé dans la conversation, mais tout à l'heure je disais un peu l'effet de mode de la holding. Ok, on va revenir sur la holding puisque Benoît pose la question et je vais répondre spécifiquement par rapport à l'histoire de l'abus de droit. Il y a deux choses distinctes. D'une part, le fameux montage un peu qui est le Graal, c'est présenté comme tel en tout cas actuellement sur Internet, pour l'investisseur immobilier. La holding pour moi a un intérêt essentiel, c'est d'avoir une société commerciale qui va dégager beaucoup de cash, donc une grosse renta. Et on se pose la question, comment récupérer l'argent pour investir dans de l'immobilier sans passer par la flat tax? Là, dans cette hypothèse, il va être judicieux de constituer une holding au-dessus de la société commerciale, de faire remonter l'argent vers la holding et de faire redescendre cet argent via une
ou plusieurs sociétés civiles immobilières via ce qu'on appelle une convention de trésorerie, donc un mécanisme finalement pas très compliqué. Et là, fiscalement, au lieu de payer 30% de flat tax, on paiera 3% environ d'impôt sur ce qui remonte au sein de la holding. Donc là, c'est judicieux. D'accord? Sorti de ce schéma, très sincèrement, je ne vois pas trop ce que la holding vient faire dans la stratégie de l'investisseur immobilier. Vous aurez aussi ceux qui veulent investir massivement dans l'immobilier, qui ont une grosse capacité d'emprunt et qui vont créer plein de SCI qui elles-mêmes seront toutes rattachées à une holding. D'accord? Ça suppose des investissements très rentables à la base. Ça suppose une grosse capacité d'emprunt et éventuellement qu'on mette de l'apport à chaque fois. Donc là, c'est un autre type de montage qui peut se concevoir aussi. On ne va pas faire ça si on achète 2 ou 3 LCD. Franchement, c'est multiplier les frais, créer une usine à gaz. Autre chose très importante à savoir, moi je reviens toujours à la pratique. La théorie, c'est bien sympa, mais vous vendre de la holding et de la SCI, c'est pas top si derrière, vous n'obtenez pas votre crédit bancaire. Or, là, c'est vraiment la tarte à la crème en ce moment. C'est les gens qui croient que parce qu'ils ont fait une jolie holding et qu'ils sont associés avec eux-mêmes au sein de la holding parce qu'ils devaient être 2 et qu'ils étaient tout seuls. Donc, le schéma, je crée ma holding, ma SASU, je suis tout seul. J'ai une SCI et ici, c'est moi, personne physique, et ma holding est associée dans ma SCI et moi, je suis associé dans ma SCI. Donc, on est bien 2 au sein de la SCI. Et là, le banquier, il va se gratter la tête comme moi. Il va dire, votre truc là, c'est bien gentil, mais moi, je finance pas ce genre de montage. Parce que le holding n'a pas d'activité. Elle a été créée uniquement pour les besoins de la cause. Et donc, les banquiers n'aiment pas du tout ça. Donc, actuellement, si vous voulez ne pas obtenir votre crédit, lancez-vous là-dessus. Ça sera parfait. À de très rares exceptions de près, motivé par la situation personnelle de l'investisseur. OK? Mais cas classique, évitez ce genre de choses. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement à la question par rapport à l'abus de droit. Pourquoi y aurait-il un abus de droit dans le schéma holding avec société mère, société fille, pardon? A priori, le législateur, il crée des instruments juridiques, c'est pour qu'on les utilise. Donc, il n'y a pas d'abus de droit. L'abus de droit, pour faire simple et en des termes compréhensibles, c'est lorsque vous allez utiliser des règles juridiques en les détournant de leur finalité, c'est-à-dire de l'usage pour lequel elles ont été conçues, aux fins de minimiser votre impôt. Donc, on voit bien l'idée. La règle est appliquée littéralement, mais par divers procédés, en la combinant avec des situations, avec d'autres instruments juridiques, avec d'autres règles, on va finalement se débrouiller pour réduire l'impôt, alors que c'était pas pour ça que le législateur avait mis les choses en place. Et là, il y aura un abus de droit. D'accord? Ça nécessite quand même que le fisc démontre que ça a été fait dans l'intention de minimiser l'impôt, et ça nécessite aussi l'application littérale des règles dans un sens détourné, etc. C'est pas si facile. On a maintenant 2 abus de droit. L'ancien abus de droit qui supposait que le fisc démontre que l'intention de faire baisser l'impôt était l'intention exclusive. Donc, l'opération ne pouvait pas avoir d'autre intérêt que de faire baisser l'impôt. Ceci étant, nous avons maintenant le nouvel abus de droit fiscal, encore appelé le petit abus de droit fiscal. Alors, il a de petit que le nom, hein, soyons clairs. Droit fiscal, dans lequel le fisc, cette fois-ci, va vous dire, OK, votre schéma est sympa, et vous allez dire, oui, bon, mon impôt baisse. Très bien, monsieur l'agent du fisc. Mais en même temps, regardez, j'ai optimisé ma trésorerie. Mais en même temps, regardez, il y a des questionnements de transmission. En même temps, j'ai plusieurs sociétés parce que là, je mets que de la LCD. Dans celle-là, je mets que de la location meublée longue durée et ceci, cela. Par contre, le fisc va dire, OK, c'est vrai, j'entends bien, vous avez d'autres raisons, mais j'estime que le but principal de la mise en place de votre montage est quand même de faire baisser l'impôt. Et donc, dans cette hypothèse précise, vous allez vous retrouver, alors que vous considérez que c'est pas votre objectif principal, avec quelqu'un d'autre en face de vous qui, lui, considère que c'est l'objectif principal. On n'a pas encore de jurisprudence là-dessus, c'est trop récent. Ça a été voté il y a maintenant 2 ans. C'est mis en œuvre depuis le début de l'année sur les montages faits depuis janvier 2020. Mais là, on aura un éventuel abus de droit fiscal qui sera
lorsque c'est fait dans un but qui n'est plus exclusivement fiscal, mais principalement fiscal. Donc, pour en revenir à ce que disait Benoît, il n'y a pas d'abus de droit a priori sur une holding avec une ou plusieurs SCI. En revanche, par contre, je m'interroge sur la chose suivante. Est-ce que c'est bien nécessaire? J'ai pour coutume de dire, vous voulez investir dans l'immobilier et dormir tranquille. Faites simple. Donc, tant que c'est vraiment pas indispensable, ne vous lancez pas dans ce genre de choses sous prétexte que c'est mis en avant et que c'est séduisant tel que c'est parfois présenté sur Internet. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça va répondre à vos besoins? D'accord? À titre personnel, j'ai un certain nombre de biens immobiliers. J'ai un petit peu de tout, du nu, du meublé, etc. J'ai des SCI, mais j'ai pas, jusqu'à présent, eu besoin d'avoir une autre ligne. Bon, voilà. Ok, super. Merci pour ta réponse hyper détaillée. Du coup, j'ai encore une autre question. J'ai vu, donc il y a marqué une question de Stéphane, du coup, qui demande, voilà, j'ai acheté des locaux professionnels via ma SCI à l'IS. Ouais. Est-ce que je peux les exploiter en LCD via ma SCIS ou dois-je me déclarer en micro-entreprise conciergerie? Alors, eh bien, tu peux directement les exploiter via ta SCI à l'IS. Pour moi, ça pose pas de difficulté, puisque la SCI est à l'IS, justement. Donc, le régime fiscal va correspondre. Pas de souci. Tu pourrais aussi faire le choix, alors, en micro-entreprise, une conciergerie, pourquoi pas. La micro-entreprise, avant, ça s'appelait l'auto-entreprise. Maintenant, c'est la micro-entreprise. Ça se caractérise par des simplicités de fonctionnement, pas besoin de créer une structure juridique. C'est donc du nom propre, hein, la micro-entreprise. Et on a des seuils d'activité avec des régimes fiscaux et sociaux très intéressants puisque les premières années, c'est une forfaitisation qui est très faible. Donc, tu pourrais le faire. Par contre, je conseille jamais de le faire si on est son unique propre client. Parce que là, tout de suite, ça sent un peu le soufre, hein, pour le fisc. Il se dit, quelque part, si le gars il fait ça, c'est parce qu'il y trouve un intérêt fiscal. Sinon, pourquoi créer une micro-entreprise juste pour gérer les biens qu'on détient par ailleurs dans sa propre société, si on n'a pas d'autres clients? Moi, à part la raison fiscale, je vois pas d'autre raison. Donc, ça pourrait être une activité à part entière. Et l'activité de conciergerie, on peut la pratiquer soit en micro-entreprise, soit le plus souvent, on la pratique via une SASU ou une ESS. Ok, super. Parfait, il y a eu pas mal de questions, donc tu as apporté pas mal de réponses. Moi, j'avais justement une question particulière, justement. Donc, tu préconises, si jamais on passe LMP rapidement, donc c'est quand même continuer en LMP, si j'ai bien compris, c'est ça. Soit on reste en LMP, on continue en LMP, ou alors au bout d'un moment, on peut passer quand même en statut société. On va réfléchir comme ça. Justement, à quel moment, parce que si on continue, tu vois, on est en LMP, à quel moment il est utile vraiment de passer en société? C'est, ça va dépendre des contraintes de l'investisseur en réalité, d'accord? Ce qu'il pourrait faire aussi, c'est d'abord avoir du LMP pour avoir des biens en nom propre et toucher les revenus en direct. Attention, le fait d'exploiter les LCD en LMP répond aussi, le cas échéant, à la nécessité de pouvoir revendre en prenant soin de se renseigner, pour le coup, auprès de l'expert comptable sur le calcul de la plus-value professionnelle du loueur meublé professionnel. D'accord? Mais ça correspond aussi à la nécessité, le cas échéant, d'avoir ce que j'appelle une réserve de valeur qu'on peut toucher directement. Si on vend un bien en LMP, on va toucher l'argent directement. On en fait ce qu'on veut après avoir acquitté la plus-value. Si on n'a que des biens en société, le jour où on a besoin d'argent à titre personnel, il va falloir que la société revende. Elle va acquitter l'IS sur la plus-value dégagée lors de la revente. Et en plus, derrière, comme l'argent ne tombe pas chez nous, il va falloir payer potentiellement 30% de flat tax. Donc ça, c'est un des autres paramètres à prendre en compte pour savoir si on continue à investir en LCD, LMP, ou si on passe à un moment ou à un autre en LCD via une SCI LIS. Gardez à l'esprit que faire de la LCD via une SCI LIS, c'est extrêmement intéressant pour maîtriser sa fiscalité. En effet, quand vous avez une SCI LIS, eh bien, tant que votre LCD va dégager des profits, alors au départ, il y aura carrément zéro d'impôt, et puis quand elle va dégager du profit, elle va être imposée à 15% jusqu'à 38 100 euros de bénéfice et à 26,5% au-delà. 25 si tout va bien l'an prochain. Mais c'est là que c'est intéressant en termes de maîtrise de la fiscalité, parce qu'en LMP, vous ne maîtrisez rien du tout. Quand vous allez dégager du bénéfice LMP, 35 à 40% de cotisation sociale,
plus derrière impôt sur le revenu dans votre tranche marginale. Par contre, et ce, quelle que soit l'utilisation que vous faites de la somme, en revanche, si vous êtes en SCI à l'IS, bénéfice, IS 15, puis 26,5%. Mais là, vous maîtrisez la fiscalité parce que soit vous avez besoin de l'argent, vous le rapatriez, et là, vous subissez potentiellement la flat tax, soit vous n'avez pas besoin de l'argent, vous laissez l'argent dans la société, et du coup, là, à quoi il sert? Il sert à réinvestir. Et de ce fait, vous aurez une fiscalité de 15 à 26,5%, plus nos petits 2,5% de CRL sur les loyers, à comparer potentiellement, en nom propre sur des bénéfices, 35 à 40% de charges sociales, plus 11, voire 30% d'impôt sur le revenu. On voit que la différence est énorme entre les deux, puisqu'en SCI, on va maîtriser la fiscalité, et la SCI va être un excellent outil pour faire grossir votre patrimoine et réinvestir. Ça ne veut pas dire que au bout du bout, vous n'allez pas payer les 30%. J'aime pas du tout quand on le présente avec tout un tas d'astuces un petit peu plus ou moins foireuses, il faut bien le dire, pour dire oui, mais je vous pousse à faire de la SCI parce que vous allez voir que finalement vous paierez moins d'impôts parce qu'il y a telle ou telle chose. En réalité, concrètement, il ne faut pas se voiler la face. À un moment ou à un autre, il faudra bien sortir l'argent de la SCI et soit on versera une rémunération en tant que dirigeant et là on sera éclaté par les cotisations sociales, soit on versera du dividende et là on aura éventuellement la flat tax ou le prélèvement au réel. Donc l'objet n'étant pas d'entrer dans les détails, notre sujet c'est la LCD. Donc soyons quand même honnêtes, à un moment ou à un autre, vous paierez de l'impôt. Il n'y a pas de système miracle pour ne pas payer de l'impôt. Le but dans tout ça, c'est d'être en capacité d'analyser votre situation, de définir vos objectifs et en fonction de ça, d'acheter en nom propre ou en SCI à l'IS et de connaître les conséquences fiscales. Si vous maîtrisez ce process, vous ne pouvez pas vous tromper dans vos modes d'acquisition parce que vous posez les bonnes questions et à chaque fois, votre achat va correspondre à ce que vous savez que vous allez faire en LCD, comment vous allez le faire et soit pour des revenus immédiats, soit pour de la plus-value à terme appréhendable immédiatement, soit au contraire pour capitalisation, constitution de patrimoine, revenus pour la retraite, voire transmission. Donc, vous voyez qu'en fait, quand vous allez vous poser les bonnes questions, tout le reste va suivre tout naturellement. Ok, super. Bah, merci pour ta réponse hyper détaillée, encore une fois. Là, j'ai une petite question, donc encore une fois, Benoît qui demande si, justement, si et le meublé alors, est compatible avec l'IS. On m'a dit qu'en SCI à l'IS, il fallait faire à 70% de nu pour ne pas tomber dans l'abus de droit. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qui le on qui vous a dit 70% de nu pour ne pas tomber dans l'abus de droit. Je n'ai jamais entendu ça. Là, pour le coup, c'est une première, mais bon, il y a toujours beaucoup de gens qui savent. Hein. Moi, ce que je veux, dans ce cas-là, demandez à votre on qui vous sorte les textes. Plus simplement que, tu sais, fais attention, plus de 70%, enfin, moins de 70% en nu, tu es dans l'abus de droit. Là, je vois absolument pas le rapport. En réalité, il y a souvent des confusions qui sont faites. Dans la SCI à l'IS, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez faire du nu, du meublé, voire du parking et même de la location de locaux commerciaux. Et toutes vos locations seront tout simplement assujetties au régime fiscal de l'IS. Alors, je rencontre relativement fréquemment aussi la question suivante. J'ai une société commerciale, SASU, SARL, EURL, donc une société commerciale par la forme. Est-ce que j'ai le droit de faire du nu dans ma société commerciale? Ben oui, on peut faire de la location nue dans une société commerciale. Simplement, ce qui va se passer, c'est que le régime fiscal ne sera pas celui des revenus fonciers, ça sera le régime fiscal de l'IS, tout simplement. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Et ne vous en faites pas, n'écoutez pas les on. Quand vous avez des doutes, c'est pas compliqué, vous allez voir un vrai professionnel. Parce que là, apparemment, le on, voilà, c'est ça la réponse. Ouais, conseiller, ok. Alors, les conseillers en patrimoine, il y en a des très bons, certes. C'est quand même à 80% avant tout des vendeurs de produits. Hein. Et ils n'ont pas un bac plus 6 en droit. Donc, pour le coup, c'est à prendre avec des pincettes. Vous m'auriez dit expert comptable ou notaire, j'étais déjà un peu plus embêté, surtout expert comptable. Parce qu'en fiscalité, ils sont quand même plutôt bons, hein, faut être honnête. Moi, j'ai rien du tout contre eux. Simplement, chacun son domaine. De la même façon, moi, je vais pas me mêler de faire un bilan. Je suis toujours dubitatif quand les experts comptables se mêlent de rédiger une lettre de licenciement ou de créer une société. Voilà, clairement. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences juridiques.
Moi, j'ai pas les mêmes compétences d'expertise comptable qu'eux. Alors, attention aussi, hein, vous qui nous écoutez, ne croyez pas, c'est très intéressant. Moi, j'adore acheter des formations sur Internet. Je suis un gros consommateur de formations parce que j'apprends toujours plein de choses. Et franchement, à part une que je me suis fait rembourser, dont je dirai le nom, évidemment, par charité chrétienne, les formations que j'ai achetées, et j'en ai acheté quand même 15 ou 20 depuis que je m'intéresse au sujet, dans le domaine immobilier, hein, m'ont toujours permis de gagner de l'argent, clairement. Ne serait-ce que parce qu'il y avait une astuce ou un truc que je ne connaissais pas que j'ai mis en application. En revanche, faites bien attention, c'est pas en achetant une formation sur Internet que vous allez devenir un expert comptable ou un avocat. Clairement, vous allez avoir de l'information, vous allez pouvoir optimiser certaines choses, mais vous n'aurez pas les compétences d'un véritable professionnel. C'est juste pas possible. C'est pas pour rien qu'on fait 5 ou 6 ans d'études et qu'ensuite on a 15, 20, 25 ans de pratique. Donc, quand on vous propose de vous transformer en l'espace de 10 ou 20 heures de formation vidéo en expert comptable ou en avocat ou en un autre professionnel, c'est pas vrai. Idem pour les travaux. Les travaux, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. On va apprendre des choses. Des choses qu'on peut pas deviner autrement. Hein, c'est pareil dans tous les domaines. C'est pas pour autant qu'on devient soi-même expert. Donc, moi, j'adore les formations. C'est super utile. Ça aide à avancer plus vite. Mais il arrive à un moment où vous n'allez pas faire votre placo vous-même avec les bandes et tout si c'est pas votre métier et si c'est compliqué pour vous. D'accord? Alors, sur le placo, à la limite, on fera refaire par un pro. Sur la fiscalité ou le juridique, si vous vous trompez dès le départ, peut-être que vous allez subir les conséquences pendant 15 ou 20 ans. Donc, en termes d'argent, ça peut coûter très, très cher. D'accord? Je referme cette petite parenthèse. Donc, le on, là, en l'espèce, le conseil en gestion de patrimoine, à mon avis, il vous a raconté purement et simplement n'importe quoi. Voilà, il faut le dire. Ok. Ça ne remet pas en cause sa compétence sur vous fournir, par exemple, un produit qui serait intéressant. Mais par contre, sur ce point précis, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Ok, merci. Ça c'est Je ne fait. vais pas me faire un pote. Ok, il y a d'autres questions qui ont été posées par Aurélien du coup. Puis-je mixer LCD en SCI ALS et LCD en nom propre et LMNP? Oui, tout à fait, pas de problème. Ok, super. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, moi, Voilà. si je résume brièvement par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc ce qui est important en fait d'identifier quand on se lance dans son projet, c'est vraiment clarifier son objectif. Donc quand on se lance, la base, c'est toujours pareil, son objectif et définir à partir de là une stratégie qu'on va mettre en place justement pour Exactement. optimiser efficacement. Et Objectif, la stratégie en découle. Voilà. voilà. Et puis après, on peut optimiser avec. Bon, toi, je connais ton programme d'automatisation. Hein, donc voilà, pour des loueurs en courte durée, il y a deux possibilités quand on ne veut pas le faire soi-même. Soit on automatise un maximum, comme par exemple via ton programme, soit on délègue la gestion à une conciergerie, idéalement qui a la carte de gestion. Donc, on peut vraiment faire des choses extrêmement intéressantes. Il suffit d'être clair sur objectif stratégique, comme tu viens de le dire. Après, ça coule de source. Bon, on va pas se leurrer. Tout le monde n'obtiendra pas non plus facilement son crédit. C'est quand même, les conditions de crédit sont un petit peu resserrées, même si les taux sont toujours très bas. Donc peut-être que ça va caler au bout de 2 ou 3 LCD et que le banquier va dire faut attendre un petit peu, stabiliser, etc. Mais là aussi, l'ASCI peut vous être extrêmement utile. Pourquoi? Parce que tout simplement, en SCI, le banquier, il va vous demander de vous porter caution personnelle et solidaire, mais il va agréger le patrimoine et les revenus de tous les associés. Je veux dire par là que si Steven, toi qui est pro dans la location courte durée, tu as ton meilleur pote que tu voudrais bien aider. Le problème, c'est que lui, il n'a pas trop le temps, et puis en plus, il est interdit bancaire, mais tu voudrais bien l'aider. Alors là, hein, grosse croix rouge, tu fais pas une SCI avec lui, vous n'obtiendrez jamais votre crédit. Parce que même si tu as la meilleure volonté du monde, le banquier va examiner la situation personnelle de chacun des deux associés. Par contre, si ton pote, il a juste pas le temps, qu'il aimerait bien, mais qu'il est débordé, en plus, il a un chat, plein de choses sur le feu, tu vois, tu pourras lui proposer de s'associer avec toi. Et là, le banquier, il va regarder sa situation. S'il a une bonne situation, pas de crédit en cours, là, boum, ça va redébloquer de la capacité d'emprunt via la SCI. Donc, la SCI est aussi extrêmement utile quand on se retrouve bloqué en nom propre, à condition de s'associer avec les bonnes personnes. Alors là, j'ai parlé d'un ami. Hein. N'oubliez pas, parfois, il suffit de demander à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses cousins. Il y a plein de possibilités. Yes.
Ouais, c'est vraiment ça. J'ai une question qui vient de tomber. Alors, paie-t-on les cotisations sociales en LMP si on gagne plus en revenus d'activité professionnelle? Alors, je reviens là-dessus. Si on a plus de revenus d'activité professionnelle que de revenus locatifs meublés, on restera en LMNP, loueur meublé non professionnel. En revanche, votre expert comptable, si votre activité, c'est notamment de la LCD, voire exclusivement, votre expert comptable devra retraiter votre résultat fiscal parce que si rien que sur la location courte durée, vous dépassez 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels, vous serez, que vous soyez LMNP ou LMP, assujetti à des cotisations sociales sur cette partie de location meublée en courte durée. Ok, ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour, comme tu disais. Donc, objectif, stratégie. Quand on se lance, ben, pas se prendre la tête. Si on se lance, c'est son premier, autant le faire en LMNP. Après, voir, encore une fois, suivant ses objectifs, quelle stratégie on va développer sur le long terme. Dernière chose, parce que tu as parlé que tu faisais de la LCD, toi aussi, que tu n'avais pas encore optimisé. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Parce que tu as dit que tu en as parlé, mais tu n'en as pas parlé. C'est vrai, mais je voudrais parler tellement de choses. Bon, alors, tu as raison. Alors déjà, une petite chose, évidemment, je vous incite à rejoindre mon groupe juridique Jurissimo Invest. Je pense que Steven, Ouais, je peut-être que mettrai tu le pourras lien mettre le du, lien ouais, tout le lien simplement. du groupe. Donc Jurissimo Invest, qui est un groupe qui est dédié aux investisseurs immobiliers parce que je parle avec mes amis modérateurs. Hein, donc il y a une petite équipe derrière, il y a un décorateur, il y a une avocate en droit de l'urbanisme. Elle a fait un podcast très sympa dernièrement que j'ai posté sur le groupe. Il y a une avocate en baux commerciaux. Donc voilà, il y a tout un panel de professionnels qui animent le groupe et je fais des posts réguliers sur les aspects juridiques et fiscaux à destination des investisseurs immobiliers. Donc voilà, le groupe, il y a 3 questions, il faut répondre aux 3 questions à l'entrée. Ça me permet de discriminer, en fait, entre ceux qui viennent juste en touriste et qui vont jamais rien poster ou qui ça n'intéresse pas plus que ça, les gens assez motivés pour prendre le temps en 1 minute de répondre aux 3 questions pour pouvoir intégrer le groupe et d'accepter les règles, bien sûr, de bienséance du groupe. Donc, Je moi, te je remercie veux, pareil. je veux qu'il y ait voilà, exactement, je veux qu'il y ait un bon esprit. C'est tout simple. Et j'estime que c'est le minimum pour un groupe gratuit qu'on peut faire comme effort que de répondre à 3 questions. Ceci étant, donc, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe. Pour revenir sur ta question, pour la petite histoire, la location courte durée, en fait, c'est ce que j'appelle un achat contraint. Voilà. Il s'avère que j'ai acheté un appartement dans le sud de la France, en bord de mer, et c'était pas ce que j'aurais acheté tout seul pour faire une location courte durée. Voilà. Mais j'étais pas le seul à acheter. Donc, on a acheté un appartement pour plus tard, pour l'occuper nous-mêmes, etc. Et je me suis dit, c'est bien beau d'acheter un appart, mais il faut quand même le louer. Donc, si on veut l'occuper, à certaines périodes, on peut pas le louer en longue durée à l'année. Ni en nu, ni en meublé. Qu'est-ce qui nous reste comme solution? La location courte durée, c'est touristique. Et évidemment, comme c'est touristique et comme c'est dans une petite ville où il n'y a pas d'activité économique à part le tourisme, c'est loin d'être optimisé. Et c'est pas optimisé non plus parce que c'est un T4. Il y a 3 chambres. Donc ça va bien pour une famille l'été au bord de mer. Mais le reste du temps, voilà, c'est pas terrible. Franchement. Par contre, le prochain projet, là, clairement, je vais acheter une petite surface dans un endroit qui va être localisé avec un pôle d'activité économique, plus du tourisme. Je vais faire une déco au rendement et abonnez-vous à ma chaîne parce que tout ça, tout le process normalement, si ça se passe comme je veux, va être filmé et posté sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez voir le process de A à Z, la recherche du bien, la constitution de la société civile immobilière, les travaux, la déco, la mise en exploitation. Et donc là, ça va être une vraie LCD avec voire des prestations d'automatisation, des prestations de délégation de gestion, peu importe, mais une vraie LCD qui va être dédiée. Et là, ça va être une expérience pour moi beaucoup plus satisfaisante pour faire enfin une location courte durée comme je voudrais la pratiquer depuis beaucoup plus longtemps. Il s'avère qu'en plus, étant quand même à 900 km du sud de la France, j'ai dû déléguer la gestion, j'ai pas pu l'automatiser parce que ça a été fait un petit peu, voilà, c'est pas optimum. Donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Euh, Ça correspond pas trop à mon tempérament sur cet investissement non plus. Donc voilà, il n'y a pas de gros mystère. J'ai une LCD, je l'aime bien, d'accord, je le garde, je capitalise, mais c'est pas fait à la base pour ça malheureusement. Par Ouais, contre, bah, la prochaine le sera, hein, clairement.
Mais justement, comme tu l'as précisé, à la base, c'était pas forcément un de tes projets que tu voulais développer. Donc, après, à partir de là, on s'adapte, hein, tout simplement. Ok, pas de souci. Ok, super. Juste dernière question pour finir. Il y a Aurélien qui demande une dernière question. Donc, si on fait gérer avec une conciergerie, avec la carte G, du coup, le seuil est jusqu'à plus de 70 000 euros de revenus avant de passer en LMP? Point d'interrogation. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si on fait gérer avec une conciergerie qui a la carte G, donc une agence immobilière concrètement, simplement, vous n'êtes pas assujetti à vos cotisations sociales sur vos revenus de location courte durée. Ce qui n'empêche pas que le seuil du passage en LMP restera celui des deux critères: dégager plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels, toutes locations meublées confondues, et en plus que le montant de ces revenus locatifs meublés soit supérieur à vos revenus d'activité professionnelle. Je pense que le seuil des 70 000 euros, c'est plutôt un seuil relatif à la micro-entreprise ou à ce genre de choses, ou au classement en meublé de tourisme pour bénéficier d'un abattement. Donc, ça n'a rien à voir avec le passage en LMP. Ok, super. Voilà. Parfait. Bah, merci à toi, Dimitri, pour tout ton partage. Est-ce que justement, tu aurais un dernier conseil à donner, puis savoir aussi où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre et tout ça? Bien sûr. Alors, un dernier conseil à donner, en fait, il y en a deux derniers conseils à donner. D'une part, bah, formez-vous. Vous avez sur Internet toutes les ressources qui sont à votre portée de clic pour faire de bonnes choses. Ok, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est foncer parce que 2021, avec un peu de chance, dans quelques mois, la crise du Covid sera finie. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être sortis du marché de la location courte durée parce que bah, ils faisaient pas forcément, ils étaient des crédits comme ça. Comme il y a plus de touristes, ils étaient sur des sites touristiques, donc ils ont dû revendre. Ils sont passés en location meublée longue durée, sans penser qu'après, pour revenir en LCD, ça serait peut-être pas si facile que prévu. Donc, il va y avoir des places à prendre. Donc, franchement, je pense que vous êtes dans un bon créneau, le temps de trouver le bien, de le mettre en exploitation, de l'acheter, de le mettre en exploitation. Vous arrivez à un bon moment pour faire de la location courte durée. Pour me retrouver, Jurissimo Invest, ma page Facebook pro, cabinet d'avocat des Bougeards, ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur, et Instagram, l'avocat investisseur. Voilà. Donc, je serais ravi, évidemment, que vous abonniez et puis à l'occasion, bah, pourquoi pas de vous retrouver une fois de plus avec Steven à l'occasion d'un prochain live. Super, super. Bah, merci encore une fois pour tous tes conseils. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, tout ce que tu as partagé là. Avec Et plaisir. voilà, bah, du coup, bah, moi, je vous souhaite le meilleur des succès. Puis on se retrouve dans un prochain live, une prochaine vidéo ou peu importe. N'hésitez pas si vous avez des messages à envoyer donc directement ici en commentaire. Et Dimitri, je mettrai les infos pour le contacter aussi directement si besoin. Voilà, Merci Steven. avec plaisir et passez une bonne soirée. À très À bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.